Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle édition spéciale depuis les Assises nationales du logement et de la ville à Paris. Je suis Lila Apollonia-Fournier, journaliste à Bâti Actu, et aujourd'hui nous allons parler de surélévation de bâtiments. On les voit fleurir, ces surélévations, ces projets dans les métropoles. Et ces projets ils répondent à des enjeux de sobriété foncière, mais aussi de densification urbaine. Pour en parler, nous avons invité Didier Mignery. Monsieur Mignery, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte des PLG, président et fondateur d'UpFactor. UpFactor, c'est une agence d'architecture et un bureau d'études qui est spécialisé dans la surélévation, dans les projets de surélévation. Nice, Lyon et Rennes, par exemple, ce sont des villes qui sont très actives dans ces opérations-là. D'autres collectivités disent s'intéresser à la surélévation d'édifices. Et finalement, est-ce que la surélévation, ça peut répondre à tout ? Dans quel cas est-ce qu'on peut la déployer ? Alors, déjà, merci beaucoup pour recueillir notre démarche et nous donner la parole aujourd'hui. Alors, effectivement, la surélévation n'est pas forcément la solution à tout, mais c'est une solution qui a toujours existé et qui a permis pendant des siècles de répondre à une demande d'usage complémentaire et donc en créant des étages complémentaires sur le toit des bâtiments existants. C'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités locales s'intéressent de nouveau à ce sujet de la surélévation comme un outil de relecture du déjà là, c'est-à-dire des bâtiments qui constituent déjà le patrimoine des villes et surtout un outil qui est utilisé pour relire les règles d'urbanisme. Alors chez UpFactor, on a donc mis au point un outil logiciel qui permet de détecter les potentiels de surélévation des bâtiments, mais qui est aussi un outil qui permet d'analyser les règles des PLU et de confronter finalement les règles des PLU à l'existant, aux bâtiments qui sont déjà là. D'un seul coup, cet outil va permettre d'identifier partout où il reste des mètres carrés à construire sur le toit des bâtiments. Alors vous avez parlé des potentiels. Exactement. Donc on génère ainsi les potentiels de surélévation des bâtiments. Alors vous avez parlé de Nice, de Rennes ou encore de Lyon. Moi j'aime bien utiliser l'exemple de la première collectivité qui nous a fait confiance, qui est l'Eurométropole de Strasbourg, dans lequel on a analysé l'ensemble des bâtiments de l'Eurométropole et on a trouvé un peu plus de 16 500 bâtiments directement surlevables en application des règles d'urbanisme en vigueur. Donc ça c'est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la PLU constant. Après analyse, après vérification, après travail avec les élus, mais aussi avec les services de la métropole, on a détecté un peu plus de 3000 bâtiments surélevables immédiatement sur des segments de la copropriété, du logement social, des bâtiments publics, de manière à ainsi construire réellement la ville sur la ville. Oui. Et quand on comptabilise finalement toutes ces surfaces, on se rend compte que c'est énormément de bâtiments, c'est énormément de potentiel. Et ça correspond, si on convertit les surfaces développées sur le toit des bâtiments, quasiment à 10 années de production de logements, c'est-à-dire un peu plus de 38 000 logements réalisables directement sur le toit de ces bâtiments. Les villes se servent ainsi de la surélévation pour re-questionner finalement la stratégie urbaine, pour dire finalement à l'aube de la non-artificialisation des sols, peut-être qu'en relisant l'existant, en relisant finalement le toit des bâtiments et en appliquant finalement les règles d'urbanisme qui sont déjà là, déjà votées, peut-être qu'on pourrait répondre à une partie de l'équation. Je dis toujours, la surélévation ne va pas résoudre la crise du logement, mais aujourd'hui, ne pas regarder ces potentiels de surélévation serait une vraie erreur à l'aube effectivement de la non-artificialisation des sols et de la trajectoire bas carbone que les collectivités s'imposent dans leur développement urbain. Donc finalement, vous le constatez, on constate un accroissement de l'intérêt des villes à ces projets. Ce qui est très intéressant, c'est que 2022, donc l'Eurométropole de Strasbourg nous fait confiance. 2023, la métropole de Lyon, puis Rennes, puis d'autres comme Saint-Nazaire par exemple, des plus petites villes qui s'intéressent à ce sujet. Et depuis le début de l'année, aujourd'hui, on a un peu plus de 6 nouvelles collectivités qui nous ont fait confiance dans les 6 premiers mois. D'accord. C'était du jamais vu. C'est-à-dire que d'un seul coup, une vraie opportunité, une vraie engouement pour le sujet de la surélévation avec un point de vue des élus qui a vraiment changé sur ce sujet au regard de l'objectif ZAN. Avant, on parlait d'étalement urbain, de la lutte contre l'étalement urbain. Maintenant, c'est la stratégie de non-artificialisation des sols qui prend le dessus et c'est tant mieux. Oui. Vous travaillez aussi avec des copropriétés, la surélévation dans certains immeubles, justement de ces copros. Est-ce que ça permet de financer des travaux de rénovation ? Alors effectivement, c'est un des 3 axes qui est ensuite exploité dans le cadre des études de gisement qu'on lance pour les collectivités. Le sujet de la copropriété arrive très rapidement
parce qu'en fait, c'est plus de la moitié des propriétés aujourd'hui en France. Et on se rend bien compte que c'est un mode de détention très compliqué parce que c'est une gouvernance éclatée avec plein de petits propriétaires et qu'il faut mobiliser pour engager des projets. On voit bien les difficultés, notamment dans... Ce ne sont pas non plus des acteurs... des professionnels. Exactement, donc, ce n'est pas des professionnels de l'immobilier et encore moins de la construction. Et on voit bien les difficultés qu'on a notamment dans la rénovation énergétique où la gouvernance est difficile à embarquer dans un projet commun. Alors, la surélévation est un avantage pour la copro parce qu'en fait, c'est un acquis qui est déjà là, qui appartient à tous les copropriétaires. Donc, chez UpFactor, on accompagne en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage les copropriétés pour les aider à identifier leur potentiel de surélévation, les aider à monter un projet commun qui permet de valoriser des droits à construire sur le toit des bâtiments, qui permettrait par la vente de ces droits à construire, de financer les travaux, tout ou partie des travaux qu'il serait nécessaire de faire pour la copropriété. Et ça, c'est un projet très intéressant parce que c'est un projet commun, voilà, comme je l'ai déjà dit, mais qui engage la copropriété dans une démarche de faire. Et donc, opportunité très intéressante pour les copropriétés. Aujourd'hui, chez UpFactor, on accompagne un peu plus d'une vingtaine de copropriétés. Donc c'est un argument que vous développez ? Exactement. Alors, on développe de manière très large cette opportunité. On s'appuie bien sûr sur les collectivités, je l'ai déjà dit, mais aussi sur les syndics de copro qui gèrent finalement tous ces bâtiments et toutes ces copropriétés, en aidant ainsi les syndics à piloter finalement leurs relations clients et essayer d'apporter des solutions de financement à la complexe équation de la rénovation énergétique. Voilà, et donc c'est un enjeu majeur et qui, je pense, a de beaux jours devant lui. Est-ce que cette spécialisation, c'est pour UpFactor, pour vous, une manière de vous positionner en faveur de la lutte contre l'artificialisation des sols et puis évidemment la sobriété foncière ? Alors effectivement, vous l'avez dit initialement, donc je suis architecte, donc j'ai commencé à travailler ce sujet en analysant et en montant des projets en tant qu'architecte, en construisant finalement des surélévations. Aujourd'hui, en créant UpFactor, on a décidé d'élargir finalement ce positionnement en élargissant nos missions au-delà de la maîtrise d'œuvre et en proposant ainsi un véritable service de conseil aux collectivités, d'accompagnement AMO aux copropriétés et d'ainsi d'essayer de piloter l'impact carbone de toutes ces constructions en valorisant finalement la non-artificialisation des sols, on en a parlé, mais également en regardant le carbone évité d'un logement en surélévation par rapport à un logement traditionnel. Et donc ça, aujourd'hui, c'est une vraie démarche qui est portée chez UpFactor pour essayer de valoriser finalement toute cette démarche, toutes ces externalités positives que porte la surélévation. Et qui, pour beaucoup encore, sont de toutes petites opérations, un peu anecdotiques, voilà. Sauf que ce sont des opérations qui sont très nombreuses, qui nécessitent effectivement encore de trouver la bonne équation économique, bien évidemment, mais qui, par contre, sont beaucoup plus acceptables que des projets de densification plus massifs. Oui. Ça, c'est souvent une remarque que les élus nous font. C'est super la surélévation, ça nous permet de construire des logements au plus près des besoins et c'est plus facile de faire accepter à des usagers finalement de construire 50 logements en 10 opérations, c'est-à-dire 10 fois 5 logements, plutôt que d'aller créer 50 logements à un endroit qui va naturellement prendre plus d'emprise foncière et être peut-être moins acceptable pour les occupants ou les habitants déjà là. Voilà. Donc, et ce positionnement, est-ce que vous voyez un peu comme un engagement presque militant, je dirais ? Oui, oui, c'est un peu ça, puisque même aujourd'hui, UpFactor s'engage dans une démarche de labellisation, puisque UpFactor s'engage dans une démarche ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, où on va essayer de porter finalement cet engagement pour travailler sur le partage de la valeur, travailler sur la non-artificialisation des sols, le bas carbone bien évidemment, et ainsi à construire des logements au plus près des besoins, on va dire dans l'intérêt de tous, quoi. Voilà. Si on prend un cas très concret, celui de Paris, qui interroge, c'est... on peut voir la surélévation comme un défi dans la capitale, surtout quand on pense à la question de la conservation et de la protection des toits typiques en ardoise et en zinc. Est-ce qu'on peut finalement surélever dans une ville avec un patrimoine aussi riche que Paris ? Alors, avant de revenir sur Paris, j'y reviendrai après. Oui, on peut, et on peut le faire en travaillant en amont, notamment avec
les services de l'architecture et du patrimoine, hein, donc les architectes des bâtiments de France. J'ai un exemple très intéressant, c'est le travail qu'on a mené pour la métropole de Nice. On a fait une étude de gisement à grande échelle, donc portée par la collectivité, où on a fait une analyse un peu froide de l'application de la règle sur tous les bâtiments existants, quel que soit leur niveau de protection. On a ensuite fait un travail très précis de repérage des protections patrimoniales avec l'architecte des bâtiments de France, et on a pu ainsi établir une cartographie des potentiels avec une pré-validation, une pré-instruction de la part de l'architecte des bâtiments de France. Résultat, 130 immeubles dans la zone protégée, ce qu'on appelle le secteur de protection renforcée, hein, la SPR de la ville de Nice. 130 immeubles identifiés comme surélevables. La moitié d'entre eux ont été identifiés par l'ABF comme non, on ne peut rien faire sur ces bâtiments, c'est trop compliqué. Par contre, l'autre moitié, c'est intéressant de le faire, c'est même nécessaire de le faire à certains endroits. Bien sûr, il y a des préconisations architecturales à faire, mais comme dans tout projet architectural. Oui. Donc, finalement, si on revient, on transpose ça à Paris, l'enjeu c'est de connaître, c'est de comprendre les enjeux, mais surtout de connaître le potentiel et de l'identifier. Donc, c'est une démarche qui est en cours, puisque nous avons initié une démarche avec l'atelier parisien d'urbanisme de la ville de Paris, donc l'APUR, pour essayer d'identifier ce potentiel de surélévation et ainsi flécher les meilleures opportunités pour la ville de Paris au regard de son patrimoine, de sa spécificité. Hein. Bien sûr, on ne va pas s'amuser à aller surélever l'ensemble des immeubles haussmanniens. Ce n'est pas forcément l'intérêt, en tous les cas l'enjeu de ce sujet, notamment parce qu'ils sont déjà très hauts et qu'en regard de l'application des règles d'urbanisme, ce n'est pas là où il y a les opportunités. Donc, c'est comment on combine finalement cette démarche analytique via l'outil logiciel et derrière cette démarche interprétative, plus sensible, plus dans l'analyse et la connaissance du déjà là avec les acteurs. Du bâti. Exactement, tout à fait. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et nous vous disons à très vite pour de nouvelles vidéos sur Bâti Actu.